Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui m'a été recommandé par un ami que vous avez vu déjà sur ma chaîne. C'est le docteur Arsène Samabiev qui a passé du temps en Ukraine et il m'a parlé de mon interlocuteur que je reçois aujourd'hui. Il a préféré ne pas apparaître avec son visage dans cette vidéo. C'est pour ça d'ailleurs vous voyez un avatar très spectaculaire avec un monsieur sans visage. Et vous allez entendre juste uniquement sa voix. En revanche, il n'est pas contre qu'on dise son nom. Alors, présentez-vous, cher inconnu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Benoît Hardy. Je suis surtout avec vous de par mon expérience de l'Ukraine que j'ai eue au début du conflit en 2014, où j'ai servi côté ukrainien dans la 92e brigade de l'armée ukrainienne. C'est pour ça d'ailleurs c'est quelque chose d'assez passionnant parce que vous savez cette guerre cette guerre qui dure depuis 9 mois, en réalité elle ne dure pas depuis 9 mois, elle a commencé il y a 8 ans, elle a commencé en 2014 et donc c'est juste la phase chaude de cette guerre qui a commencé il y a 9 mois. On a très peu en fait de visages qui viennent de l'Ukraine et surtout assez peu de personnes francophones qui peuvent nous donner des témoignages vous êtes un témoin absolument précieux parce que en fait vous suivez ce conflit depuis le début de ce conflit. Et c'est pour ça d'ailleurs, je suis absolument ravi de vous avoir sur ma chaîne. Donc c'est une vidéo d'exclusivité. Donc je suis très content de la présenter à mes spectateurs. J'espère que ça va les intéresser. Et donc du coup, Benoît, racontez-nous tout. Dites-nous comment vous, Français, ce que vous faisiez dans la vie, ce que vous faites dans la vie, comment vous vous êtes retrouvés dans cette contrée ô combien pittoresque ukrainienne. Eh bien, tout simplement, j'étais négociant en vin. Donc rien à voir avec l'armée, hein. Je n'ai jamais été militaire de métier. Et les affaires m'ont amené très rapidement en Europe orientale, et notamment de par la clientèle que j'avais, je me suis établi en Ukraine. Donc j'ai commencé à Kiev, et ensuite je me suis établi à Donetsk, donc dans le Donbass, où j'y ai fait ma vie, si je puis dire. J'y ai rencontré ma femme. Donc on s'est mariés là-bas. On est toujours ensemble. Qui est Ensuite, ukrainienne. qui est ukrainienne, bien sûr, hein, Ok. de Lugansk, qui, comme beaucoup aussi d'Ukrainiens de Donbass, avait aussi un passeport russe à l'époque. Ça a son importance pour la suite. Et aussi, nous avons vécu par la suite 18 mois à Moscou avant de rentrer en France du fait de l'ambiance très pesante qui régnait déjà à l'époque. Ok. Et donc ça se passait normalement, ça se passait même très très bien parce qu'en fait les vins français sont appréciés en Russie, les vins français sont Oui, appréciés en Ukraine. oui, oui, oui. Vous faisiez J'ai très beaucoup très bien les affaires, donc Je vivais très confortablement, tout se passait très très bien. J'avais vraiment une vie idéale, une vie rêvée. Je voyageais beaucoup. Je suis allé au Kazakhstan, je suis allé en Géorgie, j'ai voyagé beaucoup en Russie. Donc je ne connais pas que l'intérieur de l'anneau d'or à Moscou, comme beaucoup de touristes ou d'expatriés, ou même à Saint-Pétersbourg. J'ai vraiment voyagé à Tcheliabinsk, j'ai voyagé à Rostov, à Nijni Novgorod, dans beaucoup de villes moyennes, qui m'ont permis aussi d'avoir une photographie très précise de ce que peut être la Russie contemporaine. alors là, Benoît, avec mon expérience d'ancien espion, je dois vous dire qu'un Français qui me raconte qu'il a voyagé partout en Russie, là les Russes pouvaient vous prendre pour un espion.
Oui, 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 mais de toute façon, et c'est arrivé notamment, je me souviens à Tcheliabinsk, où j'ai été carrément interdit d'entrer dans la ville. Et aussi et surtout pas parce que j'étais considéré comme un espion, mais parce que ma sécurité n'était pas assurée en ville. C'est-à-dire que les pouvoirs locaux étaient incapables d'assurer la sécurité d'un occidental dans leur ville, quoi. Ça, ce Mhm, qui est quand même assez frappant dans un pays que l'on dit tenu d'une main de fer, hein. Mais mhm, en fait, dans pas mal de villes moyennes de Russie, ce ne sont même pas les pouvoirs locaux qui font la loi, ce sont les mafias, en fait. mhm. Et donc, ils avaient peur que je me fasse kidnapper. Mhm. Ok. Oui, oui, parce que il faut bien le dire aussi. Les gens ont beaucoup de mythes sur la Russie. Ils idéalisent ce pays parce que c'est un pays que ils connaissent à travers la littérature, le cinéma, etc., et la musique, la culture. Mais ils ne savent pas qu'en réalité, la Russie, pendant les 30 dernières années, c'est un Klondike, hein. C'est comme le Oui, Far West américain, c'est-à-dire que absolument. on peut gagner très très bien et très très vite sa vie, mais on peut la perdre aussi rapidement que quand on a gagné. Voilà, il n'y a pas on va dire tout le filet de sécurité qu'on a en Europe de l'Ouest. On peut perdre très vite tout ce qu'on a bâti. On peut être exproprié du jour au lendemain. C'est arrivé à certains de mes amis, et on se fait mettre dehors et on a absolument aucun recours. C'est très très c'est très très courant, hein. D'ailleurs, moi j'habitais à côté de cadres dirigeants d'une grosse société française qui avait des usines, des usines de pièces détachées en Russie. Ils me racontaient que pour accéder aux usines, il faut payer le maire, il faut payer la police, il faut payer les agriculteurs locaux. Enfin, ça n'arrête jamais, quoi. Mhm. Donc, oui, c'est un Far West où une fortune peut se créer du jour au lendemain, mais on peut aussi disparaître dans le coffre d'une Lada du jour au lendemain aussi, hein. Ça, il faut le savoir, hein. Mhm. Ok. Vous avez vécu à Moscou? Oui, 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 à Arbat. Oui. Racontez-moi un tout petit peu votre expérience à Moscou. Oh, c'est une ville en fait très occidentale, même plus qu'occidentale. J'y ai vu, par exemple, alors ça énerve beaucoup, on va dire les gens de droite, mais il y avait par exemple beaucoup d'homosexuels dans les rues. Rien de rien d'extraordinaire, quoi, hein, mais pour encore une fois qui va être le chantre du conservatisme, oui, ça existe à Moscou comme dans toutes les grandes villes, hein, euh, rien de scandaleux, donc. Euh, une vie comme si je vivais, je veux dire, à New York, à Paris ou à Londres, dans des résidences très sécurisées, euh, où on a des chaînes de restaurants, des chaînes de restaurants occidentales à perte de vue. Ce qui m'avait frappé aussi beaucoup, c'est la pollution qui y règne. Par contre, la circulation automobile y est absolument démente. Et rester sur son balcon, c'est quelque chose d'impossible, quoi. Il y a il y a des 2 fois 4 voies en plein centre-ville, et ça, c'est quand même très compliqué au niveau des nuisances que ça implique. Sinon, à côté de ça, quand on a de l'argent, c'est une ville très agréable, on fait des soirées absolument décadentes, euh, et, euh, et il y a une richesse qui est incroyable, quoi, hein. Vous allez dans le GOM, les prix sont même encore plus élevés que chez Chanel à Paris, hein. Oui, et il faudra préciser pour les gens qui ne connaissent pas que le GUM, c'est un acronyme de Magasin universel d'État qui se trouve Mhm. sur la place Rouge. En fait, c'est Oui, lorsque vous êtes sur le mausolée, le bâtiment que vous voyez en face, c'est justement le bâtiment du GUM. c'est ça. Et voilà, en fait, c'est les galeries. Chez les Galeries Il y a, Lafayette, hein. c'est les galeries Lafayette qui donc avec avec un dôme en verre qui les couvre, avec les Mhm. boutiques à tout va, Voilà. qui à l'époque soviétique c'était un magasin très très populaire, et puis qui est devenu à l'époque russe en fait Oui, oui. comme Et, le centre commercial avec énormément de et en, galeries très très chères.
En fait, bon, quand on est dans l'anneau d'or, c'est-à-dire, bon, faut dire ce qu'est l'anneau d'or, c'est la ligne de métro circulaire qui est vraiment dans l'hypercentre de Moscou et qu'on appelle l'anneau d'or parce que tout ce qui est à l'intérieur de cet hypercentre, c'est C'est hors de prix. voilà, c'est hors de prix, Mhm. c'est l'équivalent des meilleurs quartiers de Paris. Mais par contre, quand on fait 3-4 arrêts de métro et qu'on sort de cet anneau d'or, là, tout de suite, la réalité nous rattrape. On sort de la station de métro, on voit des épaves de voitures, les immeubles n'ont plus rien à voir au niveau de leur façade. On commence déjà à toucher à on va dire, à la Russie plus réelle, quoi, et qui touche, 95% des Russes qui y sont. Et, euh, là, on voit le gouffre qui sépare vraiment donc l'hypercentre où est le pouvoir, où est et l'argent, et tout le reste du peuple russe. Et alors que bon, ça reste quand même Moscou, et Moscou en Russie, c'est déjà un État dans l'État. Donc Oui, il y a déjà c'est ce que plusieurs divisions, c'est ce quoi. que Hein. j'allais vous dire, parce que Mhm. déjà Moscou, en réalité, c'est pas la Russie, mais ça, on l'a dans plusieurs pays. Paris, c'est pas la France. Voilà, Londres, c'est pas l'Angleterre. New York, c'est pas les États-Unis. Tokyo, c'est pas le Japon. Donc ça, on a l'habitude d'avoir ces villes cosmopolites où il y a énormément de vie très très riches. c'est Mais ça. ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que même à l'intérieur de ce Moscou, de cette ville, il y a déjà plusieurs niveaux. Et donc, Oui, oui, il y a des il y divisions. a Hein. hypercentre qui correspond quand même l'anneau d'or, en fait, qui est au milieu, à l'intérieur de ce qu'on appelle l'anneau des jardins. Mhm. Ça correspond à peu près à Paris intramuros, hein, au Oui, niveau de oui, oui. grandeur. Ah oui, bah Moscou, c'est une ville tentaculaire. Hein. Je crois que c'est bon, si on considère que oui, géographiquement, Moscou reste en Europe, je crois que c'est la ville la plus peuplée, hein, même devant Londres. Donc c'est vraiment une ville énorme. Et je me souviens aussi que en été, il faisait une chaleur pesante, et c'est surtout les feux de tourbe qu'il y avait tout autour de la ville qui rendaient Irrespirable. l'air irrespirable. Mhm, Et ça, plus la pollution déjà d'ordinaire, c'était vraiment très très problématique. mhm. Ok. Comment s'est terminé votre séjour à Moscou? Ça s'est terminé que on s'est rendu compte que soit si je ne faisais pas allégeance à la politique du Kremlin, parce que bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme tout homme d'affaires expatrié ou pas expatrié d'ailleurs, hein, pour ça l'égalité y est parfaite. Hein. Il fallait se payer un parrain, graisser des pattes pour pouvoir faire ses affaires et puis faire perdurer sa société. Ce parrain, il venait d'où? Rossia et Denaya. Mhm. Donc C'est le le parti. parti du président, Voilà, le parti au pouvoir, qui c'est est ça, aussi lié avec les services secrets. Et donc, c'est ça. voilà, c'est eux qui vous mettaient en contact. Et alors? Voilà. Et alors, eh bien, basiquement, tous les mois, ce monsieur venait chercher sa petite enveloppe Kraft avec un montant qui était prédéfini, hein, Mhm. indexé à mon chiffre d'affaires, hein, un petit peu comme les taxes en France. Et Ok. donc voilà, et il venait chercher donc ces enveloppes. Et après le début de la guerre, euh, enfin. euh, Enfin, quand je parle du début de la guerre, c'est déjà Maïdan, mais entre le Maïdan et l'annexion de la Crimée, je lui ai dit que j'éprouvais quelques difficultés à cause de la situation politique actuelle et qu'il me fallait plusieurs mois pour lui payer les arriérés. Et puis je lui ai dit, de toute façon, si tu n'acceptes pas, c'est simple, la société elle ferme et puis bah, tu n'as plus rien. Donc bon, il avait accepté de me donner un délai supplémentaire. J'en ai profité pour mettre ben,
mes intérêts à l'abri, ma femme aussi, et on a quitté comme ça du jour au lendemain. Et tout ce que j'ai réussi à sauver, après, je l'ai investi dans les bataillons de volontaires ukrainiens. Mhm. C'est comme ça que vous vous êtes retrouvé en Ukraine, du coup? Après, voilà, oui, c'est comme ça qu'on est revenu en Ukraine, on va dire, dans le Donbass, là où je n'ai jamais cessé de vivre d'ailleurs, où on avait toujours gardé un pied à terre, où il y avait la famille de ma femme, où il y avait aussi tous nos amis, puisque j'avais aussi ma vie sociale là-bas, j'avais mes amis proches que je connaissais depuis des années, des gens avec des familles comme tout à chacun, quoi. Et donc quand la guerre s'est déclarée, donc quand on parle de la guerre, c'est vraiment euh, le, le, le début De de, l'annexion, de en fait, l'annexion. c'est tout de suite après l'annexion de la Crimée qui s'est Voilà, passée. Elle c'est s'est ça. passée sans aucun, Voilà. sans la force, sans tirer les coups de fusil. Mais en Mhm, revanche, il y avait les séparatistes dans les parties de la région de Lugansk et dans la région de Donetsk qui ont mhm, proclamé les républiques autonomes. Et bien évidemment, donc c'était le séparatisme et le mhm, pouvoir légal voilà. et le pouvoir central de Kiev a commencé Mhm. à essayer de les mettre dans le droit chemin, de les réprimer en quelque sorte. Mais comme ils étaient soutenus par les Russes, donc c'est une sorte de guerre qui a commencé. Oui, oui, alors voilà, bon, alors ce qu'on appelle les séparatistes, en fait, c'est ni plus ni moins en grande majorité que des gens qui prenaient le bus à Belgorod ou côté russe de la frontière du Donbass Mhm. pour ensuite débarquer à Donetsk, à Kharkiv, à Lugansk et il fomenter des manifestations, il fomenter des occupations de bâtiments, mais en grande majorité, ce n'étaient pas des gens locaux. Le problème, là où ça a donné un boulevard aux autorités russes, c'est que après, il faut voir ce qu'était l'Ukraine. L'Ukraine, après l'annexion de la Crimée, c'était un État qui était à terre, un État qui n'avait plus d'appareil de sécurité, qui n'avait pas d'armée. Hein. On parle de peut-être 10 000 hommes en état de combattre quand on voit l'étendue d'un pays comme l'Ukraine, c'est rien du tout. Et donc, s'il n'y a plus de pouvoir, il y a la vacance d'un pouvoir, et donc les potentats locaux, les mafias, ou n'importe qui venant de l'extérieur pouvait s'emparer d'un petit quartier, d'une rue, d'un bâtiment, et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, au fur et à mesure, l'État ukrainien a repris du poil de la bête et a commencé à essayer d'envoyer d'abord son armée et ensuite ce qu'on appelle des groupes de volontaires. Il y a eu aussi donc le mouvement des volontaires qui a permis de stopper ensuite moi ce que j'appelle la première tentative d'invasion, mais évidemment avec des moyens beaucoup plus limités que ce qu'on connaît depuis le mois de février, puisque en fait, ce qui a permis à l'Ukraine de se relever et ensuite de se construire, c'est surtout ce grand mouvement de volontaires euh, qui a vraiment bloqué ce mouvement et qui a permis euh, d'arrêter l'armée russe au faubourg de Donetsk, quoi. Mhm. Benoît, c'est très précieux et d'ailleurs, je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu dans cette histoire parce qu'il y a Mhm, beaucoup de Français qui écoutent des pseudo-journalistes qui étaient sur place et en fait qui n'ont toujours pas compris que en fait on leur sert des mythes, qu'on leur sert des mensonges. On dit que ce sont soi-disant les Ukrainiens russophones locaux qui étaient mécontents de la politique centrale de Kiev, qui se mhm. sont rébellés en quelque sorte par rapport à Kiev et qui ont fondu cette république. Vous venez de dire quelque chose qui était connu. Moi, je le connaissais, je le savais, et j'essaie de le dire depuis des années, mais on me dit, vous racontez n'importe quoi, et donc en réalité, vous confirmez, ce sont les Russes qui venaient de l'autre côté de la frontière, Ah, qui, évidemment. eux, en fait, ils provoquaient cette insurrection locale. Et d'ailleurs, la preuve aussi,
bien évidemment, on a la preuve évidente, c'est dans la personnalité de Monsieur Guerkin, un certain Monsieur Mhm. Guerkin, qui est un Strelkov. colonel du Oui. FSB, Strelkov, en fait, il a pris Mhm. même un autre nom, qui est venu en Ukraine, et c'était un colonel du FSB, et qui est devenu, soi-disant, le ministre de la Défense de la République de Donetsk. Mais Mhm. bien évidemment, c'était un Russe qui n'avait rien à voir ni avec l'Ukraine, ni avec Donetsk, mais tout simplement, il était envoyé de Moscou. Moi, j'ai eu aussi mon cousin russe qui était au chômage dans sa petite ville de Krasnogorsk dans les environs de Moscou, et on lui Mhm. a dit, voilà, en fait, on va t'envoyer comme volontaire russe pour défendre ces pauvres Ukrainiens russophones qui sont persécutés par Kiev. Et donc, est arrivé sur place, on lui a donné le passeport ukrainien et il est devenu Mhm. ukrainien et il a combattu comme si c'était un Ukrainien qui combattait chez lui dans une sorte de guerre civile. Est-ce que c'est tout ça, j'ai bien résumé? Oui, 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 mais c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que il faut voir ce qu'était la sociologie du Donbass à l'époque, hein. Après, après Holodomor, qui était donc la grande famine organisée par Staline, Dans les années euh, 1930. exactement, le Donbass a été l'une des régions les plus touchées, où il y a eu des millions de morts. Et donc, pour repeupler la région, on y a envoyé des Russes ethniques. C'est déjà ce qu'on peut appeler déjà un remplacement de population. C'est ça, mais Voilà. c'était un remplacement. Ça veut dire Oui, que oui, oui. c'était bon, c'était disons que dans le bon d'un bon cœur, hein, tout en sachant que c'est Staline lui-même qui a organisé Holodomor. Donc en fait, Voilà. d'abord il tue les gens, en fait, il laisse mourir les gens de famine. En plus, dans Mhm. la République qui est un grenier d'Europe, en fait, C'est l'Ukraine ça. c'est un pays très riche, c'est un pays agricole. En fait, on les spoliait, on leur prenait tout ce qu'ils produisaient et on les empêchait de partir ailleurs. Et donc, du Mhm. coup, il y a des gens qui finissaient même par manger leurs enfants. En fait, c'est à cette Oui, époque-là, oui, c'était oui, oui. absolument terrible. Ah oui, oui, ça a été terrible. Donc, à partir de là, il y a eu toujours une proportion plus ou moins importante de Russes ethniques, mais et d'où la détention de pas mal de passeports russes de la part des natifs du Donbass, Mhm. parce que c'était tout à fait normal. Et puis la Russie a toujours été a toujours facilité ça, hein, puisque ça lui permettait d'avoir un levier d'influence. Ensuite, le Donbass, c'était la deuxième région économique d'Ukraine. Bon, certes, en pleine perte de vitesse, parce que toutes les mines de charbon n'étaient plus rentables. Kiev payait pour que les mines de charbon subsistent et se payer une certaine paix sociale. Mhm. Mais le problème, c'est que toutes les industries lourdes qui n'ont plus été modernisées depuis l'ère soviétique étaient en totale perte de vitesse. Et donc, on était euh, dans une espèce de paix sociale, mais qui était un faux semblant. Ça favorisait aussi beaucoup l'émergence, pareil, de potentats locaux et et de mafia. La corruption là-bas, il était très 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 intense. Et donc, quand je repars sur sur donc l'affaire de 2014, quand Kiev a repris du poil de la bête, ils ont réussi à reprendre la main, par exemple à Kharkiv, où ils ont arrêté les bus à la frontière. Et les troubles se sont arrêtés du jour au lendemain. Le problème étant, c'est que à Lugansk ou à Donetsk, là, l'influence russe était déjà beaucoup plus importante et que Kiev n'a pas réussi à remettre la main sur sa frontière et ainsi de suite. Euh, on s'est retrouvé avec des situations totalement ubuesques où, par exemple, dans les gares, les quais étaient aux mains des Russes, les trains étaient aux mains des soldats ukrainiens. Et par exemple, à l'aéroport de Donetsk, où il y a eu cette fameuse bataille, le terminal était aux mains des Russes et les pistes étaient aux mains des Ukrainiens. Donc on sentait bien qu'à un moment donné, il y allait avoir tellement de friction que ça allait déraper. Mhm. Vous vous êtes retrouvé finalement côté ukrainien. Oui, ouais, ouais. Côté ukrainien, bah, de toute façon, c'était de façon très naturelle, hein. Moi, j'étais donc avec mes amis. C'était des gens, on va dire, tout à fait normaux. Ils avaient une boîte de publicité. L'un avait une boîte dans le bâtiment. Donc, ils n'étaient pas du tout politisés. Mais bon, voir des gens débarquer dans sa région natale et revendiquer
revendiquer une autonomie et revendiquer aussi surtout les leviers du pouvoir locaux, forcément, ça hérisse les locaux. Et il y a quelque chose de très significatif, c'est-à-dire qu'à Donetsk, à un moment donné, les manifestants, les indépendantistes, donc en réalité les manifestants russes, voulaient s'emparer des bureaux de l'oblast, donc du gouverneur local, et en fait, ils se sont trompés, ils se sont emparés du théâtre. Donc, ça, ça prouve ça, aussi le niveau de compétence. voilà, exactement. Hein. Ouais. On sent les gens qui ont vécu toute leur vie dans cette ville. Et Oui, donc, comme quoi ils ont confondu deux bâtiments complètement différents. Mais bon, voilà. parce que le théâtre était imposant, donc ils se sont dit Oui, le bâtiment est beau, donc ça doit être la capitale, il y avait le siège du pouvoir. très beau, très très beau théâtre à Donetsk. Mais Donetsk est une ville très très riche, hein, tout le contraire de Lugansk d'ailleurs. Hein. Mais Donetsk, oui, c'est pareil, c'est un mini Moscou. Quand on est au centre-ville de Donetsk, on vit comme dans n'importe quelle capitale européenne aussi. Hein. Ça, il n'y avait pas de souci. Hein. Oui, oui, la ville est grande, les bâtiments aussi dans le style stalinien, donc en fait Oui, c'est assez imposant, assez beau. beaucoup de gratte-ciel se sont construits, notamment grâce à l'émergence d'Armetov, qui est, on va dire, l'oligarque l'oligarque le plus riche d'Ukraine, et dont la ville natale est Donetsk. Il possédait le stade, c'est lui qui a construit le stade quand il y a eu l'euro en Ukraine. C'est lui qui possédait le club de la ville. C'est lui qui possédait Azovstal à Mariupol. Toutes les Mhm. plus grosses industries lui appartenaient. Donc c'était le faiseur de roi, quoi. Mhm. Ok. Donc vous vous trouvez côté ukrainien et vous Voilà, décidez de vous associer à la cause ukrainienne. c'est ça. Qu'est-ce qui vous a poussé? Tout simplement, hein, la reconnaissance du ventre. C'est-à-dire que c'est cette région et c'est ce pays qui avait fait mon succès, qui avait fait ce que je suis, parce que je suis encore aujourd'hui, qui a fait de moi un homme, qui m'a permis de me construire, qui m'a permis aussi de fonder une famille, accessoirement. Euh, donc c'est vraiment là-bas où je me suis affirmé. Je ne vois pas pourquoi j'allais comme ça euh, devoir tout laisser, tout abandonner, et aussi abandonner mes amis qui, eux n'avaient aussi nulle part où aller. Ils se sont constitués dans un bataillon de volontaires qu'on a appelé le bataillon Donbass. Il y en a eu beaucoup de ces bataillons en 2014. Les plus célèbres, c'est Azov, donc c'est Donbass, les bataillons Haïdar, tous ces bataillons-là que Moscou essaye de diaboliser euh, beaucoup. Et en fait, dans ces bataillons vraiment de volontaires, il y a aussi, c'était énormément, même une majorité écrasante d'Ukrainiens de l'Est, des Ukrainiens russophones, des Ukrainiens qu'on tente de dire oui, mais bon, ce sont finalement, s'ils parlent russe, c'est qu'ils sont russes. Or, pas du tout. Moi, les plus féroces soldats que je connais, qui ont l'expérience, et ça fait 8 ans qu'ils se battent, ce sont tous des soldats de l'Est de l'Ukraine, de Kharkiv, de Dnipro, et pour eux, il n'y a pas la question linguistique est vraiment totalement secondaire. Ils ne se sentent pas persécutés, au contraire. Mhm. Pour expliquer peut-être aussi à nos spectateurs qui ont entendu cette histoire de la question linguistique, Mhm. donc ça ressemble pour moi historiquement à la même chose que Hitler a fait dans les années 30, 1937-38, pour les Allemands en Silésie, Mhm. en Tchécoslovaquie, où il a dit voilà, il y a la minorité germanique qui est persécutée par les Tchécoslovaques, et donc il faut la protéger, il faut défendre la langue française, la langue allemande, la culture allemande, etc., etc., sans bien évidemment en oubliant bien évidemment qu'ils sont quand même dans un pays qui est un pays différent. Et la même chose pour ces Ukrainiens russophones, même si on comprend très très bien qu'ils peuvent utiliser le russe, mais quand même Mhm. quand l'Ukraine en 1991 à la dislocation du URSS est devenue un pays souverain,
un pays souverain dans lequel quand même sa culture et sa langue officielle c'est l'ukrainien. Et donc la moindre des choses c'est quand même d'apprendre la langue officielle du pays. Après on peut utiliser d'autres langues, c'est pas un problème. C'est ce qu'on fait en Alsace, en France. C'est ce qu'on fait. On parle des patois. On peut parler aussi, je sais pas, le breton en Bretagne. On peut parler, je sais pas, d'autres langues, l'italien vers les Alpes. Je sais pas à la frontière avec l'Italie. Mais la langue officielle, c'est quand même la langue ukrainienne. Et donc en fait, c'est un faux prétexte en réalité. Non, mais c'est un faux prétexte. Déjà, le prétexte des persécutions, je veux dire, moi, quand j'ai commencé à poser les pieds à Kiev, Kiev était une ville largement russophone. C'était très rare. Il fallait vraiment aller dans l'ouest de l'Ukraine, à Lviv, pour entendre de l'ukrainien. D'ailleurs, nous, quand on y allait avec ma femme qui était russophone, et qui, elle, et même si elle est bilingue, évidemment, elle est plus à l'aise pour tenir une discussion fluide à parler russe, et elle n'a jamais rencontré d'hostilité à parler russe à Lviv. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, donc, avant 2014, la langue économique, c'était le russe. Ça, il y avait pas de souci là-dessus. Je n'ai connu aucun cas de persécution parce que quelqu'un venait parler russe dans les administrations. Pire que ça, tout était en russe. Toutes les pubs dans la rue étaient en russe. Dans les administrations, tout était en russe. Dans les banques, tout était en russe. Les Russes ne souffraient d'aucune discrimination ou persécution. C'est presque plutôt l'Ukrainien qui, lui, pouvait débarquer à Donetsk, il aurait été plutôt mis sur le côté s'il n'était pas russophone. Donc voilà. Après, certes, le gouvernement de Poroshenko, en 2014, on va dire, a été maladroit, à vouloir venir avec cette question linguistique, et il a donné du grain à moudre à la propagande du Kremlin, mais même encore maintenant, tous les soldats et même tous les officiers avec qui je suis en contact, c'est le russe qui prédomine. Ok. Il faut rappeler aussi autre chose, c'est que le président Zelensky, lui, il est né à Kryvyi Rog en russe, Kryvyi Rih en ukrainien, aussi une ville russophone comme le Dnipro, Dniprodzerzhinsk, Dnipropetrovsk, et il a fait sa carrière d'artiste en Russie. Oui. Et c'était considéré comme un énorme avantage parce qu'en fait, j'ai toujours connu sur la télé russe. Hein. J'ai toujours connu sur la télé russe le Nouvel An. Il avait beaucoup de succès à la télé russe. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que on a retrouvé la vidéo dans laquelle le fameux Soloviev, le fameux propagandiste, en fait, présente le concert de Jour de l'An, et parmi les personnes qu'il présente pour faire le sketch, c'est le jeune Zelensky qui fait le sketch. Hein. Voilà, oui. Les lignes ont bien changé depuis. Hein. c'est ça. Comment ça se développait? Comment ça progressait? À quel moment, en fait, cette armée ukrainienne a commencé à devenir ce qu'elle est aujourd'hui? Il faut bien le dire aussi, c'est qu'en fait, les Ukrainiens étaient obligés aussi à défendre leur territoire. Il y a eu une sorte de guerre de tranchées qui s'est installée donc à la frontière entre ces parties un peu occupées par les Russes à Lugansk et à Donetsk, ce qui fait que par exemple les gens ne comprennent pas pourquoi en 9 mois par exemple les Russes n'ont quasiment pas bougé dans la région de Donetsk parce que justement en fait c'était super protégé. Et vous étiez sur place, vous pouvez nous expliquer comment ça se passait? Déjà, en fait, ce front-là est fortifié depuis 2014, donc il faut développer une puissance de feu énorme pour pouvoir le percer, et surtout que dès le départ, les meilleures unités ukrainiennes étaient là-bas. Après, il faut vraiment reprendre la genèse où on se retrouve, on va dire, limite dans une salle de sport, entre gens, entre volontaires, en se disant voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On est d'accord pour défendre le pays, pour défendre la terre, suivant un même but, mais
absolument personne n'était militaire de carrière. C'est quelque chose. Être militaire en Ukraine auparavant, avant 2014, ça n'avait rien de glorieux. Hein. C'était limite pour pas finir clochard. D'ailleurs, En Russie, c'est pareil, en hein. Russie, c'est pareil. C'est ce que j'allais dire. En Russie, c'est pareil. Mm. On va dire les parents destinent leurs enfants à des choses bien plus glorieuses qu'à l'armée. Hein. Alors bien sûr, on peut avoir la vocation. Euh, Certains ont la vocation à faire l'armée, etc. Mais l'écrasante majorité des gens qui incorporent l'armée, c'est pas le haut du panier, loin de là. Donc bon, de toute façon, à cette époque-là, l'armée ukrainienne elle était encore bien, bien loin derrière. Donc on se retrouve, on est en basket. Bon ben voilà, comment on fait. Moi, j'ai un grand talent pour la logistique. C'est d'acheminer, c'est ce qui avait fait mon succès, c'est d'acheminer des choses, des produits là où il y en a pas. Moi, je me suis proposé à faire ça. Mes amis, eux, se sont retrouvés dans des unités de combat et à ce moment-là, l'entraînement était très sommaire. On n'avait rien, on n'avait pas de radio. Donc, pour coordonner les mouvements, c'était très compliqué. C'était l'anarchie la plus totale. On se retrouvait dans des convois où des hélicoptères de l'armée ukrainienne nous survolaient et nous tiraient dessus. Parce que personne ne savait où se trouvaient les forces, etc. Ensuite, l'armée ukrainienne est arrivée, a su dégager Strelkov de Kramatorsk et de Slaviansk, qui étaient les bastions de l'époque, parce qu'ils avaient déjà vu trop grand. Mhm. Et ensuite, l'armée, avec l'aide des volontaires, on a réussi à repousser donc ce qui était à l'époque encore des paramilitaires russes euh, jusqu'au faubourg de Donetsk et jusqu'à l'aéroport de Donetsk. Ensuite, voyant que ses forces étaient vraiment sur le reculoir, le Kremlin y a envoyé carrément son armée. Évidemment, encore une fois, pas à l'échelle qu'on connaît aujourd'hui, mais il a envoyé quand même une bonne dizaine de milliers d'hommes avec là des militaires d'active. Et ça a été beaucoup plus dur pour nous parce que entre se battre contre des partisans et des paramilitaires et se battre contre une force qui est beaucoup plus organisée et qui a de l'expérience, avec des moyens beaucoup plus élevés que nous, parce qu'il faut voir ce que l'armée ukrainienne à l'époque c'était vraiment c'était des gens en guenilles quoi. Par exemple les volontaires, on était dans des bus jaunes là, les Mashrutka, et les types étaient en jogging Adidas, ils avaient une Kalachnikov, ils avaient 2 chargeurs, et puis ils partaient se battre. Alors évidemment, ça a été un carnage, ça a été un bain de sang. Là-dessus est arrivé donc les défaites d'Ilovaisk. Ça a été la première grosse défaite de l'armée ukrainienne, où le bataillon Donbass notamment a été encerclé par l'armée russe. Les officiers russes ont déclaré que si les soldats ukrainiens baissaient les armes, ils pouvaient sortir de la ville via un corridor bien précis. Donc les soldats ukrainiens, d'où mes 3 amis, ont donc laissé leurs armes derrière eux, ont cru en la parole des officiers russes. Ils se sont engagés dans le corridor désigné et l'armée russe les a massacrés. Donc ça a été déjà vraiment un premier choc. Ensuite, un peu plus tard, est arrivé Debaltseve. Debaltseve, pareil, l'armée ukrainienne y a été encerclée. Et ils ont réussi, enfin je dis on parce que je me considère aussi un peu comme les leurs, on a réussi à casser l'encerclement au prix de pertes énormes. Pour la petite histoire, l'officier ukrainien de Debaltseve, c'est celui aujourd'hui, c'est le général Sirkin qui a organisé la victoire d'Izium. Et donc qui a libéré tout l'oblast de Kharkiv. Donc on peut mesurer là tout le chemin parcouru entre cette première campagne de 2014 qui s'est soldée, parce qu'il faut le reconnaître,
une défaite ukrainienne. Et ensuite, 2022, où quand l'armée russe arrive en grande pompe en Ukraine, eh ben elle se prend des raclées, quoi. Mhm. Ok. Donc là aussi, c'est quelque chose de précieux que vous racontez parce que justement, il y a aussi des gens qui veulent dire, qui racontent que les Ukrainiens étaient les massacreurs, qu'ils bombardaient les villes civiles, qu'ils tuaient les civils, qu'il y avait que les civils en face d'eux, et donc là, vous confirmez que c'était vraiment les militaires russes qui étaient de l'autre côté Oui, et qui combattaient soi-disant pour comme les séparatistes de Donetsk et de Lugansk, mais en réalité, c'était les unités régulières oui, russes oui, oui. qui combattaient Bah, depuis 2015. c'est simple. Moi, j'opérais du côté, donc j'étais dans la logistique, du côté de Stanitsa Luhanskaya ou de Novaïdar, et c'est là où j'opérais aussi avec eux. C'est là où le bataillon Haïdar a fait notamment prisonnier les 3 premiers soldats russes de tout le conflit. Ça a été vraiment une fierté pour nous parce que ça faisait des mois qu'on s'en prenait plein la tronche, hein. Il faut voir, c'était une guerre vraiment très très sale. Euh, et puis là, comme ça, d'un coup, eh bien, on se dit que oui, on arrive à rendre des coups, on arrive à les faire prisonniers. On sent déjà euh, qu'on est sur la bonne voie, qu'on a une marge de progression. Et donc, voilà, mais je veux dire, cette nouvelle-là qui aurait dû être une nouvelle extrêmement importante euh, est passée vraiment sous le radar, j'ai l'impression, en Occident. Mais de toute façon, je pense que les chancelleries occidentales ne voulaient pas savoir. Elles savaient, mais bon, elles détournaient le regard un petit peu. Comme tout ce qui s'est passé après, comme le MH17 par exemple, donc l'avion qui a été abattu au-dessus de cette région, de la Malaysian Airlines. Bon, il est maintenant acquis que ce sont bien les Russes qui ont abattu ces avions-là, puisque les Russes avaient pour habitude, déjà quelques jours avant, d'abattre tous les avions ukrainiens qui passaient dans la région. C'était des MiG-29, c'était des Sukhoi, mais là, manque de bol, c'était un avion de ligne civil, quoi. Mhm. Oui, tout à fait. Surtout que là, il y a quelque chose qui les a rattrapés puisque au moment où nous enregistrons notre vidéo, c'est vendredi 18, Oui, il y a eu le jugement enfin dans cette histoire à La Haye, oui, dans l'histoire oui, de ce Boeing, et il y a oui, trois Russes qui étaient condamnés à perpétuité c'est ça. par Par contumace. contumace. Mhm. Et en fait, il y a aussi Bellingcat qui a retrouvé même les vidéos de ce fameux Book qui a Voilà. abattu l'avion, de ce fameux Et qui a repassé la qui frontière a repassé derrière. la frontière russe. Mhm. En fait, il est venu de Koursk, il est venu bien de Russie, qui a repassé la Mhm. frontière. Il y a plusieurs vidéos qui prouvent que il a fait. En fait, ils ont retrouvé tout le chemin qu'il a fait de Russie C'est ça. vers l'Ukraine, vers l'est de l'Ukraine. Et après, la seule différence peut-être, c'est peut-être l'opérateur était quelqu'un qui était un local, style Gherkin ou quelqu'un qui Oui, appartenait à des unités russes sur place, mais de toute façon, c'était les Russes avec l'appareil russe, avec le c'est ça. missile russe qui ont abattu cet avion. Et Oui, donc oui, là, mais maintenant, c'est établi. quand on refait toute la chronologie, déjà, dès que l'avion a été abattu sur Facebook, les soi-disant autorités autoproclamées de la DNR ont fait un post sur les réseaux sociaux en disant on a encore abattu un avion. Oui, parce qu'ils croyaient Voilà, d'avoir bien abattu sûr. un avion Ben, militaire. parce que ça tombait comme des mouches. Ouais. L'aviation ukrainienne, elle en est sortie de cette première confrontation totalement exsangue. Hmm. Les pilotes n'avaient pas d'expérience. Hmm. Les avions étaient mal, comme l'armée soviétique ou comme les dysfonctionnements de l'armée russe qu'on voit aujourd'hui. Les avions n'étaient pas bien entretenus. Donc forcément, on les envoyait littéralement en casse-pipe. Et puis les Russes ont augmenté un petit peu leur degré d'implication en envoyant du matériel un peu plus sophistiqué, puisque pour éviter justement que ces unités paramilitaires se fassent dérouiller par l'armée ukrainienne. Euh, et donc voilà,
C'est un accident, mais le fait est que, encore une fois, la propagande russe nous a inondés de versions toutes plus loufoques les unes que les autres. Mhm. Et au final, derrière, on voit très bien que la version ukrainienne n'a pas changé d'un iota et que aujourd'hui, cette version-là se retrouve confortée, quoi. Mhm. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, les Russes n'ont pas changé de tactique parce qu'on l'a vu aussi, par exemple, avec bombardement de la ville de Kramatorsk, de la gare de Kramatorsk, où Exactement, ils oui. ont envoyé aussi un missile. Et Oui, en fait, ils ont tout de suite crié à la victoire en disant voilà, voilà, on a fait sauter un objectif militaire, mais sauf que ce n'était pas militaire, c'était de la place centrale devant la gare. Et il y a c'est eu ça. que des civils qui étaient morts. Oui, Et oui, sur les débris de missiles, c'était marqué pour Belgorod, Belgorod. pour se venger Pour de nos votre enfants. attaque, hein, pour nos Pour enfants, nos voilà. enfants. Ouais, Oui, 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 mais c'était en plus de ça, ils ont dit oui, mais ce missile-là n'est plus en dotation dans l'armée, alors ouais. qu'on voyait que on retrouvait sur Internet des vidéos tout à fait récentes où on voyait le nom du missile m'échappe, mais bon, peu C'est importe. Tochkou, Tochkou. Voilà, voilà. Ouais. Et on voyait l'armée russe qui paradait avec ses lanceurs de Mhm. Toshkaïou encore 6 mois auparavant. Donc voilà, encore un mensonge de plus, quoi. Mhm. Ok. 24 février, vous étiez où? Chez moi. Chez moi, Chez vous où? en France. En France. Ok. En Qu'est-ce qui s'est... France. vous savez, il y a quelque chose qui est de mystique qui s'est passé cette nuit, parce que moi personnellement, moi j'étais à Paris, je suis Mhm. monté le 23 février pour préparer le lancement de la campagne de promotion de mon livre qui sortait le 3 mars. Donc Oui. je devais être le 24 février le matin à 11h30 sur le plateau de Jean-Marc Morandini Mhm. sur CNews pour présenter. Et j'étais donc, je dormais à l'hôtel dans le 15e arrondissement, et je me suis réveillé à 4 heures du matin. Je ne sais pas Mhm. pourquoi. Et Ah. une fois, lorsque j'ai parlé aussi avec des amis, j'ai tous mes amis français qui étaient en liaison avec la Russie ou qui parlaient russe ou qui avaient des amis. Il y a beaucoup de gens, je connais au moins une quinzaine de personnes qui m'ont dit Ah oui. exactement la même chose. On s'est tous réveillés à 4 heures du matin, on ne sait pas pourquoi. Moi, non, mais bon, traditionnellement, moi, je me réveille 1 heure plus tard Ok. et je m'empare de mon téléphone, je regarde un petit peu les news. Et alors là, Mhm. je suis resté tétanisé pendant 2, 3 heures. Vraiment. Bon, et puis après, on va dire que la force et le courage, si je puis dire, ont repris le dessus. Et j'ai tout de suite fait en sorte de réactiver tous mes réseaux, Mhm. de savoir où étaient les gens que je connais. J'ai perdu un ami proche dès les premières heures du combat à Kharkiv, qui était soldat donc, de cette fameuse 92e brigade qui est devenue une des brigades d'élite de l'armée ukrainienne. Et puis tout de suite, on monte des convois et puis c'est parti. On achète du matériel pour les aider, quels sont les besoins, etc. Allez, 48 heures après, les premiers fourgons partaient, hein. Mhm. Parlez-nous de cette brigade. Parlez-nous de cette unité dont vous vous occupez, laquelle vous équipez en partie. Oui, la 92e brigade, bon, c'est là où je concentre mes efforts. Bon, c'est historique, c'est parce que bon, j'ai toujours été rattaché à cette brigade-là, donc j'ai toujours je connais les officiers, je connais Officiellement, les elle est basée soldats. où? Kharkiv. Ok. Donc je connais les officiers, je connais les soldats. J'y ai partagé beaucoup de choses, les échecs, les pertes, les victoires. Donc forcément, ça crée des liens très très forts. C'est aussi une brigade qui, au début de la guerre, était très très modeste. Et puis, au fil des engagements, elle a toujours été engagée dès 2014. J'ai vu le corps des officiers vraiment s'étoffer Mhm. avec des gens d'une grande valeur, des généraux qui sont vraiment proches de leurs hommes. Euh, le, le-
je connais le général de la 92e brigade, il dort au milieu de ses hommes. Hein. C'est un homme tout à fait simple, très courageux, et à ce moment-là, ça insuffle de la discipline et du courage justement aux soldats, parce que quand on compare avec la structure hiérarchique russe, où on a un colonel qui est 30 kilomètres derrière et qui dit aux soldats allez-y, montez au front, attaquez, comme si on était à Stalingrad, et puis allez-y, faites un assaut frontal. Là on voit la différence. Il y a vraiment un souci de proximité. De proximité et de protéger ces soldats, de pas les sacrifier pour rien, puisque ce sont le matériel humain ne se remplace pas. Un soldat qui a de l'expérience, on peut pas le remplacer s'il meurt. On va le remplacer par qui? Par un mobilisé qui 6 mois encore, je sais pas, était peut-être informaticien. Son espérance de vie, elle est minuscule. Donc vraiment, et on a vu cette 92e donc vraiment s'étoffer, aussi profiter des entraînements de l'OTAN, hein, parce que ça aussi il faut le dire. Je pense que bon, l'aide occidentale, sans l'aide occidentale, ça aurait été quand même beaucoup plus difficile. Mais l'aide occidentale, elle n'est pas que matérielle. Elle est au niveau des renseignements, elle est au niveau de l'entraînement qu'a prodigué l'OTAN depuis 2014. Et donc voilà. Moi vraiment, je le savais que ça n'allait pas être une promenade de santé pour les Russes, loin de là. Je pense que les Russes se sont fait intoxiquer par leur propre propagande, comme c'est le cas de beaucoup de dictatures. Mais vraiment, j'ai été impressionné par quand je prends Kharkiv et cette 92e brigade, de la façon dont ils ont défendu la ville, avec beaucoup de malice, en laissant les Russes entrer, en leur tendant des pièges. Et c'est là aussi qu'on voit que les Russes, depuis Grozny en 91 ou 92, la tactique n'a pas évolué. Envoyer des colonnes de chars et de blindés sans appui d'infanterie dans un milieu urbain, c'est juste du suicide. C'est sacrifier ces hommes. Et lors des premières semaines du conflit, les Russes ont perdu leurs meilleurs hommes. Les VDV se sont fait tailler en pièces. Par exemple, à Gostomel. Expliquons à nos spectateurs qui ne connaissent pas les acronymes. VDV, c'est les parachutistes. C'est les parachutistes. C'est, on va dire, c'est ce qui était présenté comme l'élite de l'armée russe. Donc, ils avaient envoyé, par exemple, à Gostomel, où je connaissais aussi des soldats ukrainiens qui ont participé donc à la reprise de Gostomel. Les Russes. D'ailleurs, c'est le seul assaut qu'ils ont essayé de mettre en scène. Ils ont fait imposer des hélicoptères à Gostomel pour y déposer, on va dire, la fine fleur de l'armée russe, donc que sont les VDV, les parachutistes. Et puis, ils se sont dit de toute façon, ça va passer comme dans du beurre. Et derrière, il n'y a pas eu de soutien aérien, de soutien quelconque. Donc, en fait, les Russes ont déposé leurs soldats. Les hélicoptères sont partis, et les Ukrainiens, ils les ont encerclés. Et puis, après, les VDV se sont fait massacrer, quoi. Parce que les Ukrainiens, c'était la 4e brigade de force de réaction rapide, c'est aussi l'une des meilleures brigades de l'armée ukrainienne, qui avait subi des formations de l'OTAN, de nombreuses formations. Et on a vu la différence, hein. Pour donner un chiffre qui est impressionnant, c'est que en fait, c'est vrai que l'Occident assurait déjà une aide militaire à l'Ukraine depuis 2014. Entre 2014 et 2022, ça a coûté à peu près 3,2 milliards de dollars pour l'Ukraine, dans lesquels et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent, 2,5 milliards c'était la formation. C'était la formation de l'OTAN. Et ça veut dire qu'en fait, 8 ans, pendant 8 ans, l'armée ukrainienne a été formée d'un côté
par le par Donbass. le Donbass, d'un côté par la guerre, parce que en fait ils étaient en plus très intelligents parce que ils faisaient circuler, ils faisaient relever les Des unités rotations. les rotations sur le front, ce qui fait que quasiment toute l'armée ukrainienne en 8 ans est passée à un moment donné sur le front et a acquis une expérience militaire sur le front, et de l'autre Mhm. côté, il y avait la formation 2,0, Ouais. donc la formation otanienne et la formation occidentale. Ah oui, oui, oui. Donc, forcément, derrière, les Russes ont été absolument surpris par cette résistance et notamment par l'organisation de l'armée ukrainienne. De toute façon, aujourd'hui, il suffit de voir la différence d'équipement entre l'infanterie légère ukrainienne et l'infanterie russe. Euh, je ne voudrais pas être à la place des soldats russes, hein, parce que c'est terrifiant, quoi. Ils ressemblent aux soldats des années 50. Ils ont des soupières sur la tête. Ils n'ont pas de gilet pare-balles pour la plupart. Ils ont juste une Kalachnikov qui commence à être hors d'âge. Derrière, on voit les soldats ukrainiens qui sont dans des vrais casques balistiques. Et ça, je suis désolé, en 2022, quand on ne fournit pas des casques balistiques à ces soldats, c'est qu'on ne les respecte pas. Parce que maintenant, il y a des usines en Chine qui produisent des casques de façon industrielle et ce sont des casques qui sont tout à fait efficaces et qui ne coûtent pas non plus très cher. Donc, quand on est un État aussi puissant que le réclame la Russie, le fait de ne pas fournir des casques modernes à ses troupes, c'est qu'au final, on s'en fout, quoi. Mais ça, c'est un mythe en fait qui s'est écroulé pendant cette guerre parce que effectivement la Russie elle faisait les trucs elle faisait les parades sur la place rouge et on a Oui, compris assez rapidement que l'armée russe est une armée de parade quoi. mais c'est ça. Et c'est surtout c'est le manque d'encadrement. Le manque d'encadrement qui a même choqué les Ukrainiens eux-mêmes. C'est-à-dire que ils font prisonniers des groupes de soldats qui errent complètement comme des clochards, quoi, qui n'ont pas à manger. Alors les officiers restent bien, bien, bien derrière parce que au début du conflit, ils ont subi énormément de pertes. Donc maintenant, euh, ils ont pris le contre-pied inverse, c'est-à-dire qu'ils restent mais, des dizaines de kilomètres derrière et ils ordonnent à leurs soldats d'avancer dans des ordres qui sont totalement surréalistes. Par exemple, on voit à Barmout, qui est cette ville maintenant on va dire, symbole de la Mm-hmm. résistance ukrainienne depuis plus de 3 mois. On a la seconde armée du monde qui essaye de s'emparer d'une ville extrêmement modeste du Donbass, qui est située à quelques kilomètres de Donetsk, et les Russes n'y arrivent pas. Mm. Ils n'y arrivent pas parce que c'est en fait tout ce qu'ils s'échinent à faire, c'est lancer à coups de bélier leur armée par des assauts frontaux qui sont extrêmement coûteux en vie humaine et sans aucun résultat. Mais ce qui est aussi assez troublant, c'est qu'il n'y a pas non plus de vague de contestation dans l'armée russe, notamment dans le soldat de base, pour dire non mais ça suffit comme ça, quoi. Oui, effectivement, ça vient peut-être d'une manière théorique parce que vous savez, Oui, il y a déjà à la télévision russe, il y a déjà oui, une personne l'autre jour qui a dit, vous savez, mais ça ressemble en fait à la situation de 1916 quand oui, il y avait la Première Guerre mondiale, quand les Russes se faisaient massacrer par les Allemands et finalement après ils sont revenus à Saint-Pétersbourg et à Moscou et ils ont fait la révolution. Et oui. donc peut-être un jour ça se passera exactement Je pense que en la Russie. Hein. contestation, pour le moment, la contestation, c'est nous sommes prêts à nous battre, mais vous ne nous donnez pas l'équipement. Oui, c'est ça, c'est Voilà, ça, c'est voilà. ça. Après, bon, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Il y a 20 ans de propagande très très lourde, notamment Mhm, vis-à-vis des Ukrainiens, ce qui explique aussi beaucoup les dérapages et mhm, les sévices de l'armée russe sur les mhm. civils ukrainiens. C'est que moi, déjà, dès 2014, on entendait des choses. Les Ukrainiens sont des sous-hommes, l'Ukraine nous appartient.
c'était assez terrifiant. Donc, Les dans la tête, nazis, les oui, 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 néo-nazis, oui. ouais, ouais. Mais il y a tout un mythe qui est Hmm, très très lourd, hein, qui a été hmm, construit par rapport à 1945, où de toute façon, si on n'est pas d'accord, on est tout de suite qualifié de nazi. Et donc, derrière, il y a eu toute une propagande pour déshumaniser finalement les Ukrainiens. Et c'est ce qui explique qu'ils n'hésitent pas à bombarder des villes ou à s'adonner à des sévices sur les civils. Parce que pour eux, finalement, ce ne sont plus des êtres humains pratiquement. Et hmm, alors, de toute façon, surtout, on leur a expliqué que on allait les accueillir à bras ouverts avec des couronnes de fleurs. Et puis, bah, ils se sont fait accueillir avec du plomb. Et donc, mis tout bout à bout, il y a une, une espèce de sidération mentale qui s'est passée dans leur tête. Et au final, maintenant, ils peuvent. Il y a nos limites, quoi. Il y a pas d'encadrement. Il y a une propagande extrêmement nauséabonde qui qu'on leur met dans leur tête depuis 8 ans, plus les souffrances des combats. Les soldats russes de base c'est quand même assez atroce, hein, ce qu'ils font subir aux civils. Hein. mhm. Ok. Et en même temps, c'est une guerre d'agression en fait. Et par rapport à Oui, eux, les Ukrainiens, eux, ils défendent leur territoire, ils défendent leur pays. Et même, je dirais il y a presque quelque chose de bien, si on peut parler comme ça, dans l'action de Poutine, parce qu'en réalité, je crois que il a constitué finalement la nation ukrainienne. mais moi je le vois depuis 2014, c'est-à-dire que dans la partie russophone, c'est vrai que le Maïdan a été accueilli, on va dire, avec tiédeur. Mhm, Ça ne veut pas dire que ils étaient mhm, hostiles au mouvement, mais il y avait une espèce ce sont des gens qui sont très, comment expliquer, je cherche mes mots, euh, qui n'ont pas la révolte facile. mhm. Euh, Ils sont cool, quoi. ouais, voilà, ils sont cool, ils sont C'est les gens du impassibles. sud, c'est les C'est gens qui ça, ouais ouais c'est ça. qui Et vivent donc, bien, donc voilà, donc voilà. Donc, bon, finalement, voilà, ça s'est passé comme ça. Et beaucoup ont brûlé leur passeport russe après 2014, en voyant l'invasion déjà du Donbass, ce qui s'est passé. Beaucoup ont brûlé leur passeport russe et, euh, et ont commencé vraiment à avoir la haine. C'est-à-dire que là, moi je fais figure de modéré, mais quand je parle à des Ukrainiens, je hmm. veux dire qu'ils sont extrêmement remontés. Il n'est pas question de négocier quoi que ce soit, même sur la Crimée. Et donc oui, ça a permis. Mais c'est comme dans tout pays, quand on voit l'histoire de la France, le mythe fondateur a toujours eu besoin, on va dire, d'une agression extérieure pour pouvoir se constituer. Mais là, c'est exactement ça. Ils sont en train de faire leur mythe fondateur. Je pense que plus personne de sérieux ne peut contester le fait que l'Ukraine existe, parce que c'était aussi quelque chose de très et c'est un discours qui continue à perdurer même encore aujourd'hui en disant de toute façon ce n'est pas un vrai pays, vous voyez bien, ça a été créé par Lénine, etc. Tout ça c'est fomenté par la CIA. Je suis désolé, mais on ne donne pas sa vie pour une poignée de billets. Ça, c'est dans la tête des gens qui sont dans leur canapé qui ne connaissent rien à la situation, mais on ne se bat pas et on ne fait pas le sacrifice ultime pour une poignée de dollars. Ça n'a jamais existé. On donne sa vie pour quelque chose qui est beaucoup plus précieux. Et les Ukrainiens jouent leur survie là-dedans. Ils jouent leur survie. Ils n'ont pas de solution de repli. Les Russes peuvent très bien choisir de repasser la frontière dans l'autre sens. Il ne leur arrivera rien. Mais les Ukrainiens, s'ils font ça, il n'y a plus d'Ukraine. Donc c'est une question de vie ou de mort pour eux. Hein.
Ok. Bon en fait on a déjà dépassé 1 heure dans notre conversation. Ouais. Je suis capable de vous écouter pendant des heures et des heures, mais sur cette parole très très forte, en fait, je voudrais peut-être vous proposer de finir notre vidéo aujourd'hui. Mhm. Ces paroles très très fortes parce que justement, en fait, pour l'Ukraine, cette guerre, c'est une question de vie ou de mort. Les C'est Russes, ça. eux, ils ont 17,15 millions de kilomètres carrés derrière. Et ils ont absolument rien à faire sur la terre ukrainienne. Ça leur apporte absolument rien, sauf la mort et la souffrance. Et Mhm. donc, ils peuvent à tout moment se retirer dans leur pays et revenir à la vie normale. Mais pour les Ukrainiens se battent pour la survie de leur nation ou de leur pays. Oui, mais vous savez, quand vous avez votre femme et vos enfants qui est juste derrière vous, vous vous battez beaucoup plus férocement que quand vous êtes un corps expéditionnaire. Et ça, euh, c'est aussi immuable que la Terre est ronde. Hein. Vous voyez, Mhm. pour ça, il n'y a pas de. L'histoire nous l'a toujours enseigné et nous l'enseigne encore actuellement. Hein. Par rapport à ça, je vais vous donner un chiffre. Là, je peux pas me retenir parce que vous savez que on a fait un sondage sociologique en Russie et 35% de Russes sont persuadés que la Terre est plate. Ça m'étonne pas, ça. Et il y a aussi presque autant qui sont persuadés que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre et non pas l'inverse. Le soleil qui tourne autour de la Russie, attention. Oui, c'est ça. Excellent. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. C'était passionnant. On garde contact et je crois Merci. on va revenir à cette question. Si vous voulez donner des liens pour des gens qui voudraient vous aider financièrement dans les opérations que vous menez en Ukraine, on va le Mhm. mettre dans l'explicatif de cette vidéo. D'accord, d'accord. Et de toute façon, on garde contact et Très bien. à très bientôt. Merci Eh beaucoup. ben, je fais ça tout de suite. Merci, merci beaucoup. Merci.